édition spéciale sur LCI. Les États-Unis n'excluent plus une implication directe dans le conflit entre l'Iran et Israël. Vous l'avez vu sur ces images en direct. Nouvelle attaque de missiles iraniens sur Israël ce soir. Les habitants sont dans les abris. Cette nuit, encore plus de 200 frappes iraniennes. Et cet après-midi, Israël riposte. Un aéroport stratégique touché dans le nord-est de l'Iran. L'escalade est-elle devenue inévitable? Pour en parler en plateau, Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël en France. Bonsoir. Bonsoir. Georges Malbruno, grand reporter au Figaro. Bonsoir à vous. Général Olivier Kempf, bonsoir. Bonsoir. Nous avons ces nouvelles attaques en direct de Tel Aviv, mais également de Jérusalem. L'alerte aérienne a retenti sur le ciel israélien ce soir. Joshua Zarka, quelles sont vos dernières informations sur la situation en Israël ce soir? 2 missiles sont tombés donc, sur 2 habitations. Nous n'avons pas encore le nombre de victimes. Nous ne savons pas si ces habitations ont été peuplées ou pas. Et c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Est-ce que le dôme de fer peut encore être saturé ce soir, Général Kempf? Saturé, de toute façon, il n'est pas hermétique, il n'est pas étanche, il n'y a pas de garantie à 100%. Aujourd'hui, les observateurs estiment qu'il est étanche à 85-90%. La grande question, c'est combien de temps vont durer les salves, de façon à savoir combien de temps il y aura des munitions solaires pour parer et pour équiper, nourrir ce dôme de fer. Vous vous préparez à une opération de combien de temps, Joshua Zarka? Un petit nombre de semaines. C'est-à-dire? Quelques semaines, pas beaucoup. Est-ce que, Georges Malbruno, les Israéliens peuvent continuer cette opération sans les Américains sur le long terme? Je crois que c'est la bonne question, parce qu'on a l'impression aujourd'hui que, effectivement, l'armée israélienne a infligé des dégâts importants au nucléaire iranien, à tout ce qui est en surface. Mais tout le monde sait que ce qui est important, c'est ce qui est underground. Et sans les bombes américaines, les bunker busters, eh bien, cet objectif ne sera pas atteint. Donc, la question qu'il faut se poser, que j'aimerais vous poser, c'est, on a l'impression que avec les États-Unis, Trump hésite à vous livrer ces bombes sans lesquelles vous ne parviendrez pas probablement à cet objectif de guerre qui est l'anéantissement du programme nucléaire iranien. Je ne peux pas complètement rentrer dans les détails. Tout ce que je peux dire, c'est que votre assumption, la pensée que nous avons demandé ces bombes, je ne suis pas sûr qu'elle est tout à fait réelle, tout à fait exacte. C'est-à-dire que les Américains n'ont pas encore refusé de vous livrer ces bombes pour le moment? Non, c'est beaucoup plus compliqué que cela, disons. Je ne peux vraiment pas rentrer dans les détails, c'est vraiment, ça tient du secret militaire. Ce que je peux dire, c'est que Israël n'aurait pas entamé cette opération si nous ne savions pas que nous pouvions bien y mettre bout, la mener à bout, et d'une façon avec grand succès. Quel est l'objectif? Donc vous dites mener à bout, c'est quoi mener à bout? C'est-à-dire arriver à la fin du programme nucléaire iranien? Les objectifs sont très clairs. Enlever complètement les menaces existentielles qu'il y avait contre Israël venant de l'Iran. Premièrement, le programme nucléaire, qui était un programme nucléaire qui était en grande partie militaire, c'est-à-dire, on pourra rentrer dans les détails si vous voulez, et secondo, nous débarrasser aussi des capacités balistiques des Iraniens, qu'on voit, qui sont très importantes, et que si nous n'avions pas détruit une grande partie de leur capacité la première nuit de cette opération, la situation serait aujourd'hui encore différente en Israël. Qu'est-ce que vous entendez par militaire? Vous venez de dire des objectifs militaires. Ce sont les objectifs militaires. Il n'y a pas d'autre objectif. Le but n'est pas de remplacer le régime iranien. Est-ce que vous pouvez encore dire ça, Joshua Zarka, quand on voit encore ce soir que Benjamin Netanyahou a confirmé que notamment le chef du renseignement des gardiens de la Révolution et son adjoint ont été tués? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de décapiter le régime tout de même? Non, décapiter le régime. Alors les cibles auraient été différentes. Ça aurait été le guide suprême, ça aurait été le gouvernement, ça aurait été peut-être des membres du Parlement, etc. Non, ce n'est pas décapiter le régime. C'est décapiter les capacités militaires, donc la direction militaire de l'Iran. Les militaires et les organisations terroristes qui sont liées à ça, comme les gardiens de la Révolution, etc. Donc vous excluez ce soir de vous attaquer à Ali Khamenei, par exemple? J'exclus le fait que le but est de changer un changement de régime. Mais si ça arrive par la même occasion? Ce serait très bien.
Georges Malbruno, quel est votre œil d'expert sur cette situation-là? Est-ce que vous pensez que vraiment il n'y a pas derrière les ambitions d'Israël une décapitation du régime? Je suis un tout petit peu surpris quand j'entends l'ambassadeur dire ça, parce que c'est quand même un des objectifs depuis longtemps d'Israël. Monsieur l'ambassadeur, si votre armée a réussi à décapiter un nombre important, au moins plus d'une vingtaine de hauts cadres, le général Salami, Shamrani et d'autres, 23. On a constaté que ces gens-là ont été remplacés très rapidement et que finalement il n'y a pas eu de désorganisation dans la chaîne de commandement. Là je ne suis pas sûr. Et donc, si vous voulez, on a le sentiment, je connais un petit peu l'Iran comme vous, je le sais, que les gardiens de la révolution, l'armée, c'est un réservoir immense. Le ministre de la Défense, il change tous les 4 ans. Et donc, c'est pour ça que je suis un peu surpris en entendant le but, ça n'est pas de décapiter le régime. Si vous décapitez les militaires, vous n'arriverez pas donc à changer de régime et vous n'arriverez pas non plus à provoquer un soulèvement de la population qui pourrait être... Le ministre de la Défense, effectivement, est changé tous les 4 ans, mais par contre, le chef d'état-major était là depuis 2016. Ce n'est pas tout à fait précis ce que vous dites. C'est vrai, ils peuvent être remplacés, tous peuvent être remplacés, même l'ambassadeur d'Israël en France, tous peuvent être remplacés, mais l'idée n'est pas cela. C'est le guide suprême, qui est dans la photo derrière vous, le guide suprême est quelqu'un qui ne fait pas confiance à son entourage. Et donc, ça prend énormément de temps pour qu'il puisse avoir confiance à son entourage et puisse leur donner le feu vert ou la carte blanche pour faire certaines opérations. Il n'a pas confiance en eux. Et donc, c'est vrai qu'ils sont remplacés, ils mettent quelqu'un à leur place. Mais regardez, par exemple, ce qui s'est passé quand Rouhani a remplacé Soleimani. Les forces Quds sont devenus quelque chose qui était beaucoup moins important, beaucoup moins dangereux. Des missiles en direct au-dessus du ciel de la Cisjordanie. Ce soir, on va prendre la direction de Tel Aviv, où Hillel de Almeida. Vous êtes dans un abri à l'heure actuelle. Vous avez reçu l'alerte il y a peu de temps. Oui, on a reçu l'alerte il y a une vingtaine de minutes et on nous a demandé de rester jusqu'à nouvel ordre dans les abris. On s'attend à une nouvelle salve de missiles encore. Voilà, il y a une dizaine de minutes, on a entendu entre 10 et 15 booms. Enfin, voilà, on les compte plus trop, mais les murs ont un peu tremblé, je vous avoue. Est-ce que vous êtes seul ce soir, Hillel de Almeida? Quand on vous a eu vendredi soir, vous étiez entouré. Est-ce que ce soir, vous êtes seul dans une pièce de votre appartement où, on le sait, dans certaines habitations en Israël, ça peut être dans la cage d'escalier, parfois à un certain étage où tout le monde se réunit. Qu'en est-il de votre côté? De mon côté, je vous avoue que j'héberge des amis qui sont de base, qui habitent à Bat Yam, là où il y a eu justement plusieurs morts et des missiles qui sont tombés. Donc on attend tous dans l'abri qu'il y a dans mon appartement. Et voilà. Quel est votre état d'esprit ce soir, Hillel de Almeida? Est-ce que vous comprenez que cette opération continue, même après la décapitation de certains membres du régime? Oui, on comprend. On ne s'attend pas à ce que l'Iran arrête toutes leurs opérations au bout de 3 jours. On s'attend bien à ce qu'ils continuent quand même à riposter. On ne comprend pas qu'ils attaquent on comprend qu'ils attaquent les civils dans une guerre psychologique. J'arrive à comprendre ça de manière, on va dire, d'un point de vue stratégique. De manière humaine, je comprends un peu moins. Ça ne me viendrait pas à l'esprit, même en tant que, par exemple, si j'avais été militaire, de cibler des civils. Mais nous savons aussi derrière que le gouvernement israélien, tant avec leurs défauts ou leurs qualités, peu importe, mais font en sorte de sauvegarder l'avenir d'Israël, surtout face à une menace nucléaire et une puissance qui souhaite éradiquer Israël de la carte depuis plus de 45 ans. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas je pense pas qu'il y ait un simple doute sur l'objectif de cette opération. Hillel, restez avec nous, on va revenir vous voir dans un instant. Joshua Zerka, est-ce que vous entendez, c'est vrai qu'il y a eu des pertes civiles côté iranien, est-ce que vous entendez ces préoccupations, notamment après ce qui s'est passé à Gaza par exemple? Les préoccupations en Iran, vous voulez dire? Oui, les préoccupations bien sûr. Des habitants d'Israël également qui se posent la question des civils en Iran. Bien sûr que nous nous préoccupons des civils en Iran. Nous faisons en sorte de ne pas cibler les civils. Si malheureusement nous sommes en guerre, des fois il y a aussi des dommages collatéraux et nous espérons qu'il n'y aura pas de civils qui seront touchés ou le moindre possible de civils qui seront touchés. N'oublions pas que nous sommes dans une guerre terrible avec
avec une organisation, un régime qui veut notre destruction totale. Et il le dit d'une façon régulière. Alors là, c'est aussi une guerre nous sommes obligés de réussir à cette opération. Et oui, bien sûr. Vous savez, il y a eu énormément de frappes en Israël. Vous voyez, on peut voir exactement que sont les cibles. Les cibles sont militaires. Les cibles sont ou bien des infrastructures militaires ou bien des personnalités qui dirigent les opérations militaires. Malheureusement, des fois, ces personnes sont autour de civils. Et ça peut arriver, mais nous faisons en sorte de ne pas cibler les civils, ou bien le moins possible. Quand vous voyez ces images ce soir, est-ce qu'il y a une possibilité qu'Israël tienne sur plusieurs fronts ? On sait qu'il n'y a toujours pas de cessez-le-feu à Gaza, par exemple. Est-ce que ce n'est pas le moment pour Israël d'admettre un cessez-le-feu ce soir ? Le Premier ministre vient d'annoncer sur son interview qu'il a donnée sur CNews qu'il avait donné des instructions pour que les négociations pour un cessez-le-feu reprennent. Vous savez, le cessez-le-feu, ce n'est pas nous qui l'avons rejeté. Si demain le Hamas acceptait l'accord qui avait été à 2 fois proposé par l'envoyé spécial du président des États-Unis, Witkoff, pour les négociations, nous l'aurions accepté. Nous les avons acceptés. Nous ne serons plus en guerre avec le Hamas, nous ne serons plus en guerre à Gaza. Alors oui, bien sûr, c'est difficile, mais nous sommes en guerre sur 7 fronts depuis déjà presque 2 ans. Ce n'est pas facile, c'est quelque chose de très difficile pour un pays, pour une économie et pour un peuple. Mais nous sommes un peuple très résilient. Et nous n'avons pas vraiment d'option. C'est des gens qui veulent nous tuer, des gens qui veulent se débarrasser de nous. Nous comptons rester, et nous comptons rester même en vie. Alors donc, nous n'avons pas vraiment d'option. Et vous n'avez pas peur d'une potentielle escalade ? Certains disent que l'Iran pourrait, à un moment, se dire on sort du traité de non-prolifération. Merci. Et certains émettent cette thèse-là. On l'a entendu souvent sur ces plateaux. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors, merci de cette question. Vous savez, il y a eu 5 violations du TNP, dans l'histoire du TNP. 5 fois, ce traité a été violé, a été en non-compliance, comme on dit en anglais. 4 fois au Moyen-Orient. La première fois, c'était en Irak. La deuxième fois, c'était en Libye, la Syrie et maintenant l'Iran. Bien sûr, ils ont signé une certaine obligation disant qu'ils étaient prêts à ne pas avoir d'armes nucléaires. Mais je les invite à venir voir certains documents que nous avons empruntés en Iran il y a quelques années de cela, qui prouvent qu'ils avaient en 2003 un programme nucléaire très avancé. Ils comptaient créer 5 bombes nucléaires de 10 kilotonnes chacune, et ils ont repris ce programme ces derniers mois. L'AIEA a tiré la sonnette d'alarme jeudi, mais est-ce que c'était assez pour rentrer dans un conflit direct entre Israël et l'Iran, Georges Malbruno ? Visiblement, non seulement l'AIEA, mais les services de renseignement américains avaient déclassifié, en tout cas rendu public une note, je crois qu'elle datait d'avril, disant que l'Iran n'avait pas à ce stade la bombe atomique. Donc c'est là où je pense qu'il y a vis-à-vis d'Israël, il y a une petite interrogation, monsieur l'ambassadeur, parce qu'on se dit, si vous avez des informations, il faudra qu'à un moment donné, vous les mettiez sur la table, dire les renseignements américains n'étaient pas au courant, mais nous savons que, parce que sinon on a l'impression que y a une guerre qui a été déclarée à partir peut-être, je ne sais pas, je ne vais pas dire d'un mensonge, mais on l'a vu dans le passé. Dans le monde de renseignement, il y a une énorme différence entre ce qu'on met sur la table des partenaires. Par exemple, les partenaires, ce que présentent les Israéliens aux partenaires américains, aux partenaires français, anglais et d'autres, et ce qu'on présente au public ou à la presse. Je me suis occupé de ce dossier pendant de longues années. Il y a des relations très intimes entre les services des différents pays, et je peux vous dire que tout ce que nous savons a été présenté sur ce sujet aux Américains. C'est d'ailleurs pour ça que le président disait d'une façon très claire, le président américain disait d'une façon très claire, il faut arrêter complètement les efforts iraniens d'arriver à l'arme nucléaire. D'ailleurs, c'est une position qui est aussi une position française. Le président Macron a dit d'une façon très claire, même en décembre, il a défini la menace nucléaire iranienne comme la menace numéro 1 pour la France et pour l'Europe. Téhéran continue d'accuser les Américains d'avoir pris parti dans cette attaque de l'Iran. Est-ce que militairement c'est le cas, Général Kempf ? On va dire que c'est un soutien sans participation visible, si vous me permettez. Il y a probablement déjà énormément, on parle de renseignement,
énormément de partage de renseignements militaires, notamment spatial, notamment d'écoute de communication, notamment d'écoute cyber. Donc j'imagine que là, il y a énormément de choses. Il y a probablement aussi toute la surveillance du ciel du Moyen-Orient avec des moyens américains qui doivent être partagés opérationnellement avec l'état-major israélien. Première chose. Deuxième chose, on se pose la question des ravitaillements. Pourquoi ? Parce que l'Iran est à 1500 km d'Israël, ce qui est hors de portée en aller-retour, en tout état de cause, ils ont des avions. Ça, et donc il y a besoin de ravitaillement avec deux options qui sont envisagées, soit des ravitailleurs américains, soit peut-être une base américaine qui est à la limite de la Syrie et de la Jordanie. Ça, c'est une hypothèse qui est évoquée par certains. On n'en sait rien, mais il est possible, en tout état de cause, qu'il y ait cette affaire. Et puis, dernière chose, la plus importante, et j'y faisais allusion tout à l'heure, ce sont les munitions. C'est-à-dire que Israël utilise des moyens et des armements américains, et notamment des munitions américaines. C'est-à-dire que vous parliez, monsieur l'ambassadeur, de quelques semaines, j'ai noté, ces quelques semaines, vous avez forcément des stocks, mais vous allez forcément demander aux Américains de recompléter ces stocks, que ça soit pour vos frappes par avion ou par d'autres moyens. Et puis, autre stock qu'il faut descendre, c'est ce qu'on a actuellement à l'écran, c'est tout ce qui est défense solaire, parce que là aussi, vous avez des batteries de missiles patriotes, etc. Là aussi, des armements américains. Donc, d'un point de vue logistique et d'un point de vue renseignement et observation, oui, il y a un soutien américain. Il n'y a pas d'action directe des Américains et de frappe américaine en revanche. À l'instant, on le voit sur ces images ce soir, nouvelle salve de missiles iraniens à l'instant dans le ciel israélien. Plusieurs zones auraient été touchées à l'instant. Les habitants sont toujours dans les abris. Hillel, est-ce que vous avez entendu ces explosions au-dessus de Tel Aviv ? Oui, on a bien entendu ces explosions. À vrai dire, on vient d'avoir le droit de sortir de nos abris. Il n'y a pas de salve de missiles qui doit venir d'ici les 30 minutes. Donc voilà, on s'attend quand même certainement à avoir une autre salve, peut-être un peu plus tard dans la soirée, même si on espère passer une nuit tranquille, que c'est la 5e nuit consécutive, qu'on ne peut pas faire de nuit complète, on va dire. Donc c'est assez épuisant, mais on tient le coup. On le rappelle, monsieur l'ambassadeur, que tout dépend des zones où on habite. Certains, par exemple, dans le nord d'Israël, ont moins de temps pour se mettre dans l'abri que ceux de Tel Aviv, par exemple. Il parle justement des nuits. J'ai sur mon téléphone, sur mon application, l'application qui me dit quand mes enfants sont sous les tirs des missiles iraniens. Je peux vous dire que chaque nuit, je suis réveillé 3 fois. 3 fois. Et ils habitent dans différentes parties d'Israël. Donc, oui, nous savions que ça allait venir, mais la question n'est pas le prix que nous devons payer, et surtout l'alternative. Si nous avions laissé les Iraniens continuer à développer leurs capacités, ce n'est pas quelques dizaines, malheureusement, d'Israéliens qui auraient été les victimes, mais ça aurait été des milliers et des milliers. Certains disent clairement qu'Israël a bénéficié d'une fenêtre de tir, c'est-à-dire qu'il y avait la possibilité d'attendre plus longtemps. Est-ce qu'il y a une raison politique pour laquelle Benjamin Netanyahou a pris cette décision ? Non, il n'y a pas de raison politique. La raison est surtout le fait qu'aujourd'hui, suite aux attaques iraniennes contre Israël en avril et en octobre, la défense aérienne iranienne était presque non existante. Nous nous sommes débarrassés des restes de cette défense aérienne et ils étaient aussi en train d'essayer de la remettre sur pied avec l'aide des Chinois et des Russes. Ils étaient en train d'essayer de la remettre sur pied. Donc, effectivement, il y avait une fenêtre d'opportunité, mais elle était opérationnelle. Donc, vous nous dites ce soir que, clairement, les Russes et les Chinois aidaient les Iraniens à se renforcer. Ce n'est pas un secret que les systèmes de défense... C'était officieux pour l'instant. Le système de défense iranien qui ont été détruits par nos frappes en avril et en octobre étaient des S-300. S-300, c'est fabriqué en Russie. Alors donc, non, c'est pas... il y a été publié il y a quelque temps que l'Iran achetait en Chine des produits chimiques afin de remettre sur pied leur programme de missiles balistiques. Alors non, il n'y a rien de secret là-dedans. Clairement, quand on voit cette salve de missiles encore ce soir, est-ce que cela veut dire, Jean-Maël Bruno, qu'il y a encore des ressources de missiles balistiques de la part de l'Iran et qu'ils peuvent tenir tout de même sur le long terme ?
Le long terme, probablement pas, mais l'échéance de quelques semaines, parce qu'ils ont combien 3000 missiles balistiques, combien ils en lancent par jour, une cinquantaine, donc vous faites le calcul, ils peuvent peut-être tenir quelques jours, quelques semaines. J'ajouterais aux 3000, aux quelques centaines de kilomètres par jour, on en détruit aussi quelques semaines chaque jour. Mais ce que je trouvais d'intéressant de ce que vous disiez, monsieur l'ambassadeur, c'est que si on a bien compris, le régime change, le changement de régime en Iran, n'est pas à l'ordre du jour en Israël. Vous souhaitez dégrader suffisamment les installations nucléaires iraniennes, et est-ce qu'une fois ceci réalisé, vous pensez que les négociations pourraient reprendre à Oman entre Iraniens et Américains? Vous savez, c'est une décision. D'abord, ce sera une décision américano-iranienne, et la position du gouvernement israélien à ce sujet sera prise par le Premier ministre et le gouvernement et le cabinet de guerre. Mais je vais dire quelque chose à ce sujet. Dans chaque opération militaire, il y a un échec diplomatique qui à la suite duquel il y a une opération militaire, et ensuite il y a toujours un effort diplomatique pour fermer, disons, ce qui a été réussi pendant ces opérations militaires. Alors bien sûr qu'il y aura un élément diplomatique après que nous ayons atteint nos buts. Oui, donc ça veut dire qu'on reviendrait. Mais on peut penser que ce qui serait demandé à Khamenei et à ses amis, c'est une sorte de capitulation. Est-ce qu'ils sont prêts, selon vous, à capituler? Non, d'abord, le peuple iranien est un peuple très fier. C'est pas le peuple qui négocie. Non, mais très sophistiqué. Et malgré que ce régime est un régime horrible, c'est quand même un régime qui vient de l'Iran. Alors non, ils ne vont pas capituler, bien sûr que non. Oui. Mais ils pourraient décider que c'est pour le mieux pour eux d'arrêter de développer des capacités de nous détruire et de vouloir nous détruire. Vous savez, nous avions d'excellentes relations avec l'Iran. Et nous sommes à 1600 km. En 79. Nous sommes à 1600 km de l'Iran, nous n'avons aucune dispute avec eux. Et le peuple iranien et le peuple israélien sont des peuples qui sont très amis. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça change? C'est-à-dire avec les pertes civiles, on a vu le bilan ce soir qui n'est pas encore totalement clair, il faut le dire, mais environ 80 morts de ce que j'ai compris selon les dernières estimations. Est-ce que vous n'avez pas peur que cela change la donne? C'est-à-dire que vous aviez, selon les sondages, un peuple iranien qui détestait le régime, qui était plus ou moins, on a eu des témoignages également d'Iraniens contents de voir qu'il y ait une possibilité, une fenêtre de tir pour un potentiel soulèvement. Mais les Iraniens qui sont venus en plateau et qui tout de même espèrent un changement de régime également, disent attention, parfois on sous-estime le patriotisme des Iraniens et en voyant ces pertes civiles, cela peut changer. Oui, bien sûr que ça nous inquiète. Mais bien sûr, parce que nous ne voulons pas faire du peuple iranien un peuple ennemi, parce que nous sommes des peuples amis. Bien sûr, c'est pour ça que nous faisons très attention dans nos tirs. C'est pour ça que nous ne tirons pas sur, par exemple, des infrastructures qui pourraient être utilisées par le peuple iranien. Et c'est pour ça que nous visons, nous ciblons de façon très claire seulement ceux qui sont nos ennemis, purement nos ennemis, et qui font partie de cette machine qui veut nous détruire. Mais Tsahi Hanegbi, qui est le conseiller à la sécurité nationale, l'a dit à la chaîne 12, il a dit très clairement, ça ne peut pas se terminer seulement d'un point de vue militaire. Ça veut dire que derrière tout cela, il y a des espoirs. Ce que je viens de dire. Ah oui, donc... Non, ça veut dire qu'il y aura un effort diplomatique qui sera après l'effort militaire. Et ça, vous pensez que ça peut y arriver? Parce que quand on voit la situation pour le moment, il n'y a pas d'effort diplomatique. Les Iraniens, tout de même, ont dit non, très clairement. Dans l'histoire des guerres, dans l'histoire des conflits, il y a toujours un élément diplomatique qui termine la guerre. Bien sûr, cet élément diplomatique ne commencera pas tant que les buts militaires ne seront pas atteints. Nous atteindrons nos buts militaires et ensuite il y aura le rôle de la diplomatie pour fermer, disons, cet événement une fois pour toutes. Est-ce qu'il y a encore une voie pour la diplomatie, Georges Malbruno, quand on voit ces attaques à l'heure actuelle et qu'on voit clairement que les Iraniens disent non à Donald Trump? Oui, je pense que la fenêtre de la diplomatie se referme, notamment aux yeux d'Ali Khamenei, le guide suprême, qui, il faut quand même le rappeler, en 2015 déjà, 2013, ne voulait pas vraiment discuter avec ses ennemis américains. Je connaissais à l'époque le ministre des Affaires étrangères, Ali Akbar Salehi, qui m'avait dit on a tordu le bras au guide, vous le savez, qui finalement a signé. 3 ans après, Donald Trump s'est retiré de l'accord, donc le guide est retourné voir ses amis pour dire regardez, je vous avais bien dit, on ne peut pas faire confiance aux Américains. Aujourd'hui, j'ai quelques doutes, après
après ce qui s'est passé, après quand même une guerre, il faut le rappeler, a été déclarée par Israël, et bien que le guide suprême accepte de capituler, c'est pour ça que j'utilisais le mot capituler, monsieur l'ambassadeur, et reprennent le chemin des négociations. C'est pour ça que je ne crois pas trop à votre absence d'option de ne pas décapiter le régime, parce que si vous ne changez pas la représentation politique iranienne, je pense qu'il n'y aura pas de vide institutionnel, et les Iraniens, qui certes ont envie de se séparer de ce régime, tant que cet objectif-là ne sera pas arrivé, ils resteront chez eux parce qu'ils savent que, ils n'ont pas grand-chose à y gagner. Il y a 2 points que je voudrais répondre. Premièrement, cette guerre n'a pas commencé, n'a pas été initiée par Israël. Ça fait déjà. Non, mais vous parlez d'une bataille spécifique. Oui. Une guerre, c'est quelque chose qui dure longtemps. Nous sommes en guerre avec l'Iran depuis des années. Et plus spécifiquement, en guerre avec l'Iran depuis le 7 octobre, qui est un événement iranien. Et non seulement cela, mais l'Iran a tiré 350 missiles de croisière et drones sur Israël en avril dernier, et ensuite, encore une fois, 180 en octobre. Alors dire que c'est Israël qui a initié cette guerre, ce n'est pas vraiment voir la réalité en face. Excusez-moi. C'est des visions alternatives, on va dire, c'est-à-dire 2 visions qui s'opposent. On a vu ce soir également que les intérêts américains auraient été menacés ce soir en Irak, général Kempf. Est-ce qu'il y a une possibilité que les Iraniens s'en prennent aux intérêts américains ? Donald Trump a menacé les Iraniens en disant « Ne vous attaquez pas à un cheveu des intérêts américains puisque ça peut basculer ». J'en doute, parce que les Iraniens sont dans une situation compliquée ce soir. Effectivement, je vous rejoins, monsieur l'ambassadeur, on voit que l'Israël a visé l'infrastructure, la hiérarchie militaire et la hiérarchie scientifique, mais s'est gardé de toute atteinte contre la direction politique, qu'il s'agisse du guide, qu'il s'agisse du président, de membres du Parlement ou du gouvernement. Donc, quand vous dites on laisse la porte ouverte à finalement des discussions au niveau politique, c'est admissible. Cela étant, vous le rappelez, et c'est vrai, il n'y a plus de défense aérienne dans l'ouest de l'Iran, donc c'est un ciel libre pour les avions iraniens. Sur tout le territoire iranien, vous dites ce soir ? L'ouest, probablement, principalement, pour des raisons de portée d'ailleurs. Pour des raisons de portée, des avions israéliens qui ne peuvent pas aller tout. De toute façon, ce sera très clair, c'est-à-dire que s'il y a des destructions en souterrain, ça veut dire que le ciel est assez libre tout de même. Poursuivons. Donc aujourd'hui, ils vont surtout essayer de chasser tous les sites de lancement balistique, les lanceurs, ceux qui sont fixes et ceux qui sont mobiles, et les stocks. Ça, c'est la deuxième chose, et ça, c'est un des objectifs concrets, opérationnels, militaires que l'on peut faire. Et donc, on a des Iraniens qui, aujourd'hui, sont clairement dans... on va dire au moins un embarras opérationnel, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'options, ils n'ont pas beaucoup d'alliés, parce qu'on va peut-être y venir, l'ensemble du monde arabe est d'un silence bruyant, on dira, en fait, se réjouit finalement de cette attaque israélienne, et donc ils ne vont pas chercher à élargir et à escalader. Alors que c'est plutôt l'objectif de Tel Aviv que d'avoir justement les Américains à leur côté. Donc, je ne pense pas, pour répondre précisément à votre question, que les Iraniens vont essayer de faire entrer les Américains dans la danse. Ils vont au contraire essayer de rester juste en face à face et d'essayer de se débrouiller avec ce face à face militaire et de durer le plus longtemps possible. C'est là où on vient à la question du nombre de missiles. Ce sont les chiffres de 2000 à 3000 missiles, disons les choses, viennent de sources occidentales et principalement américaines et israéliennes. Cela étant, vous avez des observateurs indépendants et qui disent, vu le rythme de fabrication et la préparation iranienne, il est tout à fait possible qu'il y en ait beaucoup plus. Et que donc nous soyons dans, finalement, et vous parlez de plusieurs semaines, c'est pour ça que la question du tempo et de la durée de l'affrontement qui vient de s'ouvrir il y a 3 jours est importante, parce que les Iraniens peuvent jouer la montre en essayant d'user ce que l'on voit à l'écran, c'est-à-dire la capacité de résistance israélienne, de façon à ce que les Israéliens disent « Ah ouais, finalement, c'est assez casse-pied ». Mais tout de même, sans les Américains. Général Kempf, les Iraniens ont été affaiblis. On a bien vu leur proxy étant affaibli. Et il y a aussi eu un affaiblissement du Hezbollah assez marquant qui a certainement permis cette position-là, Georges Malbrouillon. D'ailleurs, on voit que le Hezbollah est inerte, tant mieux pour Israël. Les Houthis ont manifesté une solidarité, bon voilà. Mais non, l'Iran est seul.
seule. Les milices chiites irakiennes pro-iraniennes, pour l'instant, elles se tiennent à carreau et je pense qu'effectivement, elles vont se tenir à carreau parce qu'il y a des pressions américaines très très fortes. Donc l'Iran est dans une position difficile, défensive, mais peut avoir effectivement encore des ressources pour tenir quelques semaines. Que vous disent les pays arabes ce soir? Est-ce que vous avez bénéficié d'une aide? On a vu que dans le ciel, en tous les cas, il y a une forme de coalition qui s'est mise en place assez rapidement, qui est là depuis des années, avec dans le ciel jordanien et dans le ciel saoudien, d'interception de drones iraniens assez immédiate. Est-ce que vous travaillez avec les pays arabes? Je préfère ne pas adresser ce sujet. Georges Malbruno, vous connaissez cette région par cœur. Est-ce que vous avez connaissance d'informations concernant cette coalition? J'ai lu que l'Arabie Saoudite aurait intercepté des missiles Houthis provenance du Yémen. Voilà. Les pays arabes, je crois qu'il faut être précis quand même, les pays arabes du Golfe n'ont pas envie d'une guerre, étaient contre cette guerre. Pour une raison très simple, ils ne veulent pas de guerre parce qu'ils ont des projets économiques qui nécessitent une stabilité. Alors, j'entends cet argument du détroit d'Ormuz depuis maintenant 2 jours. Ça fait 40 ans que les Iraniens disent qu'ils vont fermer ce détroit d'Ormuz. Les Iraniens font beaucoup de bruit avec leur bouche souvent. Hein. Après, il y a la réalité. On parlait tout à l'heure de l'Irak. Il faut se souvenir que le 3 janvier 2020, les États-Unis de Donald Trump avaient quand même assassiné Qassem Soleimani, qui était un personnage clé du dispositif militaire iranien. Et quelle a été la réponse? Ça a été un coup de téléphone d'un Iranien qui a appelé Barham Saleh, le président de l'Irak, pour dire « Prévenez les Américains qu'on va attaquer une base ». Il n'y a rien eu. Donc il faut faire attention. Aujourd'hui, on est passé à autre chose. Ce qui se passe à Tel Aviv et en Israël l'atteste. Mais les pays arabes, non, ne veulent pas. Alors évidemment, ils sont très embarrassés. La Jordanie en particulier, parce qu'elle est obligée de le faire sans le dire, parce que les Iraniens ont carrément averti la Jordanie qu'elle serait effectivement une cible, comme ils ont averti d'ailleurs les pays arabes du Golfe, de dire « Si vous participez aux efforts de défense israéliens, eh bien, vous serez considérés comme des cibles. » Donc voilà, il y a un jeu qui est toujours un petit peu délicat de la part des pays arabes qui, effectivement, ne portent pas dans leur cœur l'Iran, mais qui aussi se sont réconciliés avec eux par une réelle politique tout à fait pure, comme je l'expliquais tout à l'heure. C'est vrai qu'il faut bien expliquer à nos téléspectateurs que la vision est complètement différente d'un conflit avec l'autorité palestinienne ou encore ce qui s'est passé à Gaza, c'est-à-dire que l'Iran, au sein des pays arabes, ça a été vraiment quelque chose de différent. Ça résonne différemment, notamment du côté de l'Arabie Saoudite, où on se rappelle, il y avait eu tout de même des pourparlers sous l'égide de la Chine, Général. Absolument. C'est-à-dire qu'à la différence de ce qui s'est passé sur ces derniers mois à Gaza, au Liban ou même en Syrie tout à fait récemment, là, on a 2 États. C'est une guerre réellement interétatique, ce qui n'est pas le cas à Gaza, ce qui n'est pas le cas au Liban et ce qui n'est même pas le cas en Syrie ou avec les Houthis au Yémen. Donc là, on a une guerre interétatique et donc vous avez un pouvoir en place qui est malgré tout reconnu par l'ensemble des puissances internationales, qui a des ambassades, et vous avez tout à fait raison de le rappeler, qui s'est un peu rapproché, de façon d'ailleurs un peu plus durable que ce qu'on avait cru au début, avec l'Arabie Saoudite il y a 3 ou 4 ans, grâce à l'entremise de la Chine. Chine qui est un acteur extrêmement important dans ce qui est en train de se dérouler en ce moment, parce qu'on sent les Chinois extrêmement rétifs à une escalade et à une destruction du régime, du pouvoir en place à Téhéran. Monsieur l'ambassadeur, vous disiez la Russie et la Chine. Personnellement, mais je parle sous votre contrôle à vous deux, je trouve que la Russie est plus en retrait par rapport à la Chine. Et la Chine est plus en appui de Téhéran ces dernières heures. Que répondez-vous à ça, Joshua Zarka? Ils ont leur raison. C'est-à-dire économique, peut-être. Non, pas seulement économique. Pétrolière. Non, c'est pas ça. La Russie a quand même une guerre à mener. Elle n'a pas suffisamment de munitions pour elle-même. Alors, elle ne va pas donner ce qu'elle n'a pas aux Iraniens.